Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Nicolas Bouron pour le coaching du coureur. Aujourd'hui, vidéo improvisée qui fait suite au Grand Raid et on a Seb Lombard avec nous, un de nos coachs, qui va nous raconter un petit peu son périple parce qu'il a vécu une sacrée expérience et surtout il a réussi à faire une sacrée performance. Salut Seb, comment ça va? Nico, écoute, ça va. Tout juste rentré en Bretagne depuis 24 heures là, et je suis encore un peu sur mon petit nuage, mais ouais, on reprend les bonnes habitudes progressivement. Le voyage s'est bien passé, prêt à reprendre la routine du quotidien. Ouais, surtout très content de retrouver mes proches là, et puis je suis encore plein d'émotions, donc tu vois, j'avais quand même besoin de les partager aussi avec eux. J'ai quand même beaucoup pensé à eux pendant ces jours là-bas, et d'autant plus pendant la course et à l'arrivée. Donc il était grand temps que je les retrouve, et ouais, je suis bien content là. Super. Une Diag, une de plus. On sait que c'est une course qui est pas comme les autres. C'est une aventure, c'est une aventure humaine. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui se passent pas comme prévu. Donc toi, c'est ce que tu as vécu là il y a quelques jours. On va revenir là-dessus. Moi, pour reposer un peu le contexte, pardon, j'aimerais que tu me dises, bah voilà, à quel moment tu t'es dit, bon allez, ok, en 2025, je retourne sur la Diag parce que tu l'avais déjà fait une fois en 2023, c'est ça? Ouais, c'est 2 ans. Donc voilà, comment tu t'es dit, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à dire, allez, j'y retourne? Ok, bah écoute, je rentre de cette épopée en 2023, satisfait de la course, et je me dis, ouais, c'était quand même une course assez pleine, et pas sûr d'y revenir de sitôt. Et en fait, je suis arrivé en Bretagne, moi, maintenant, depuis 5 6 ans. Je suis dans un club d'athlètes avec beaucoup de routards, et j'ai un pote en particulier qui fait pas mal de trail, donc on partage les projets ensemble maintenant. Et donc lui, il voulait repartir pour sa troisième et dernière direct depuis quelques temps, et j'avais fait deux belles perfs aussi. Et donc il voulait repartir en 2024. Moi, j'ai eu mon deuxième en 2024, donc je lui ai dit, ce sera sans moi pour cette année-là. Il a dit, bah, si j'attends une année de plus, tu fais partie de l'équipe. Et du coup, j'ai dit, bah oui, ça c'est sûr. Donc on est parti ensemble sur 2025. Donc à la base, c'est surtout un projet à partager entre copains. Et puis voilà, d'avoir goûté une aussi belle diag en 2023, je t'avoue que au fond, moi, tu te dis, si on peut revivre une deuxième émotion pareille, une belle course pareille, ça peut être vraiment chouette. Donc voilà. Puis habitant en Bretagne, si un jour j'aurais dû refaire une diag, c'est sûr qu'il faut le faire avec du monde. Quand tu habites dans un endroit pareil qui est magnifique, mais qui est quand même tellement différent de la topographie de montagne, préparer une course aussi montagneuse et aussi longue tout seul, ouais, je pense que c'est quand même particulièrement difficile euh, sur la durée de la prépa en tout cas. Ok. Donc là, du coup, c'est un projet entre copains bretons, du coup, principalement de ton club. Là, tu as parlé d'une personne. Je crois que vous étiez quand même un bon petit groupe. À combien finalement, combien se sont ralliés à votre cause là pour lancer ce projet de Diag en 2025? Yes. Au final, on était quatre principalement à partir dessus, et puis donc on était déterminés à y aller, donc on est passé par la case package principalement, et puis un cinquième larron, très bon ami à nous, qui est principalement marathonien, s'est rajouté à la fête post-tirage au sort, donc c'était Ok. trop chouette de pouvoir rajouter un cinquième pote, et surtout du coup, il était complètement novice dans le trail, donc il avait entre guillemets tout à apprendre hors trail. Il a déjà fait des trails ici en Bretagne, dans la région, mais trail de montagne, même. Comme il me dit, il a découvert la montagne l'été, donc c'était quand même trop chouette d'avoir un pote qui découvre le trail. Et puis avec nos connaissances pour encadrer, ça a amené encore plus une petite saveur supplémentaire, tu vois, dans l'approche, quoi. Ouais, je comprends bien. Ok, super, super projet là de vivre ça entre copains, c'est quand même toujours très chouette. On l'a dit en 2023, donc c'était ta première, tu avais déjà fait une très belle performance. Je crois que t'avais fini combien? 29, 28, quelque chose comme ça? 23 en 28h50. Voilà, c'est ça. 23e en 28 heures, donc ce qui était quand même une très belle performance. Quand tu retournes là comme ça sur une course, du coup, enfin, c'est quoi l'objectif, tu vois? Qu'est-ce que tu vas te dire? Parce que c'est quand même une performance où t'es quand même pas sûr de pouvoir aller faire quelque chose d'aussi bien. Quand tu t'es motivé à refaire le truc, c'était quoi un peu tes objectifs qui t'ont drivé? C'était vraiment l'idée de partir juste vivre un truc de fou avec des copains. C'était quand même d'aller essayer de faire mieux, même si tu savais que les temps allaient pas forcément être comparables parce que parcours différents. C'était quoi un peu comment ça s'est passé dans ta tête là-dedans? En fait, j'y retourne parce que c'est l'opportunité d'y aller avec des copains à ce moment-là.
Je me dis, si Ouais. je laisse passer le train à ce moment-là, je sais pas si en 26, en 27, en 28, si l'idée me vient de repartir à la Diag, j'arriverai à trouver des potes dans le coin pour partir. Donc, principalement, c'est ça qui m'embarque dans le projet. Et puis derrière, après, je sais, pour avoir vécu une première Diag, je sais la singularité de l'événement, à la fois par la ferveur et l'ambiance, et puis aussi par le parcours quoi qu'on fait quoi. Traverser une île, c'est déjà quelque chose de particulier. Traverser la Réunion, d'autant plus avec toutes les particularités de ce parcours qu'on connaît, que ce soit en termes de chaud et de froid, de difficultés de terrain et autres. Enfin, moi, c'est des choses que j'adore depuis toujours. Et puis vivre en Bretagne, euh, ça me manque un petit peu, même si j'ai des possibilités de pouvoir aller en montagne régulièrement. Mais voilà, c'était vraiment un objectif à faire entre potes. Et puis je pense que il y a des cours, je pense, qui peuvent créer des émotions pas mal. Et celle-là en fait partie, entre autres, tu vois, il y aura plein d'autres ultras que je pourrais faire. Je suis pas forcément un adepte de l'ultra, mais en tout cas, il y aura plein d'autres ultras que je pourrais faire. Mais celle-là, avec en plus les potes sur place, pas mal de potes que je connais sur place, je me disais, non, il faut profiter des années qui viennent, enfin, de le faire maintenant et pas plus tard. Et ouais, je te cache pas que au moment où la course se rapprochait, je me disais quelles sont mes sources réelles de motivation pour bien faire une bonne prépa mentale. J'avais un peu de doute enfin, sur la fin de prépa que j'avais pas au tout début en me disant non, non, je sais pourquoi j'y vais. Mais non, un peu pour toutes ces raisons-là, quoi. Ok, on va revenir justement sur ta prépa parce que pour en avoir déjà discuté ensemble, elle reste atypique ou inhabituelle, on va dire, puisque t'as fait beaucoup de routes pour préparer cette diagonale, donc c'est quand même une approche voilà assez peu commune, mais bah, qui s'est avérée très payante. Euh, Qu'est-ce, pourquoi tu as fait ce choix? Pourquoi beaucoup de volume sur route? Pourquoi une prépa marathon? Puisque tu as fait un marathon dans ta prépa avant de basculer sur le trail. Voilà, explique-nous pourquoi, voilà, comment t'en es arrivé là. Ok. C'est vrai qu'une fois qu'on avait analysé en 2023 la course, je dis on parce que moi je l'ai faite, mais pour en avoir parlé à pas mal de collègues coaching du coureur, entre autres, on se rendait compte que c'était une très bonne course et j'étais vraiment satisfait de cette course-là, mais que sur le critère volume, j'étais quand même très loin du niveau de performance que j'avais eu ce jour-là, quoi. Donc on se disait, Mhm, bon, bah, ok, ça pourrait être un sujet un jour à travailler, mais après il y a aussi le plaisir que tu as à l'entraînement, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui aime pas forcément faire des bornes, je me lasse un peu vite. J'ai pas non plus la disponibilité de planning pour aller faire des bornes et des heures à rouler, enfin à courir quoi. Et du coup, j'aime aussi l'intensité de l'entraînement. Donc, on sait à quel point c'est non négligeable une bonne partie de volume à basse intensité et, dans un entraînement pour tous les niveaux. Mais voilà, je me suis dit bon voilà, si j'y retourne cette année. La chose à améliorer, c'est quand même d'essayer de passer du volume. Et plutôt que de le faire en trail ici, je me suis dit, je vais plutôt faire une pré-saison sur route. Puis je suis dans un club de bons pistards, de bons routards également. Puis moi, ça me plaît de varier les pratiques. Donc depuis que je suis en Bretagne, tu vois, d'ailleurs, je fais un peu de cross maintenant, je fais de la route, j'ai fait du 10 km, du semi et du marathon. Et là, il y avait un projet marathon qui se montait avec les gars à Nantes, dans la ville de mes beaux-parents. La même Je sais équipe, pas si la... la même équipe qui Une partait au équipe. Grand Raid? Non, 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 bah non, du coup, non, forcément, non, c'était une bonne Ah, je sais équipe de pas, ils auraient routards. pu faire comme toi et faire de la route et puis après partir sur la diag. Ouais, bah, je te dis, l'un des gars qui est avec nous, lui, c'est un très bon marathonien. Il a l'habitude de le faire, mais il n'était pas sur ce projet-là habituel, enfin, de Ok. Nantes. Mais il y a moyen qu'on se fasse d'autres projets avec eux. Et il y aurait moyen que enfin, certains gars du marathon sont venus faire certaines courses de prépa avec nous pour le plaisir de venir un peu en trail et l'intérêt de croiser aussi les pratiques, quoi. Donc, bref, du coup, je partais sur l'idée de me dire que voilà, je sortais de l'hiver, j'avais fait pas mal de travaux à la maison dans l'hiver, et que là, je laissais un peu tout ça de côté, que je rentrais pour de bon dans la prépa sportive, on va dire. Donc j'ai axé ma pratique sportive globalement quasiment que sur du volume à pied. C'est-à-dire j'ai fait très peu de vélo, quasiment Mhm. mais zéro muscu. Comment? Non, non, je dis ok. Ouais, ouais, zéro vélo, très peu de muscu, enfin zéro muscu, très peu de vélo, ce qui se fait habituellement partie de beaucoup de mon entraînement. Et puis une progression dans le kilométrage semaine après semaine pour atteindre un pic de volume à 100 km semaine ou de février à avril, quoi, à peu près. Et là, j'avais repris mes chiffres pour te dire un peu. En 2023, j'avais fait à peu près en moyenne 4h30 et 50 km sur la période de février-avril 2023. Et sur la même période en 2025, là, je passe plutôt de 3 heures jusqu'à 7 heures en fin de prépa marathon et de 50 à 100 km semaine. Donc, je pense que ça a dû jouer énormément sur la capacité à développer une foulée plus économique, mais aussi sur la partie mentale, tu vois, à passer des heures à courir sans trop se poser de questions et continuer d'avancer. Bah, ton cerveau il s'habitue à enchaîner les pas et la foulée. Donc ouais, ça m'a bien aidé, je ne sais pas. C'est difficile toujours à savoir, mais en tout cas, j'ai pris du Ouais, plaisir à c'était faire la ça comme question ça. que
que je voulais te poser, effectivement, de savoir, avec un peu de recul là maintenant, puisque forcément, la Diac s'est super bien passée, donc on a envie de dire c'était bien. Mais en essayant d'être le plus honnête, le plus objectif possible, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté concrètement, hormis passer plus d'heures que que les années précédentes. Donc ça, c'est sûr. Comme tu l'as dit, il y a cette notion d'économie. Forcément, plus tu fais de bornes, plus tu fais d'heures, plus ton corps va s'adapter, devenir économique pour le même geste. Mais voilà, qu'est-ce que t'as ressenti toi en termes de gains ou de Bah écoute, je te lacunes? dirais Parce que que justement, si t'as fait de la route, peut-être tu t'es dit à un moment donné, oh, j'en ai fait trop et il me manque ça, il me manque ça. Tu vois? hmm. Bah, cela dit, je te dirais que même avant d'arriver sur la DIAC, j'avais vu les bénéfices et du moins les manques sur d'autres courses. Déjà sur le marathon, bah, je finis pas dans les chronos que je voulais faire, même si je fais un marathon honorable, mais je pète au 35e, un truc comme ça. Ouais, je crois à peu près. Et du coup, je sais que le volume n'a pas suffi. J'ai manqué de musculation, j'ai manqué d'autres choses. Donc ça, c'était déjà bien passé avec ça, mais pour autant, tu sens qu'il y a encore des manques là-dessus. Par contre, sur du plus long terme, je pense que d'avoir pas travaillé sur cette période-là, ça m'a permis justement de pouvoir être plus à l'aise sur le fait de relancer, sur les parties plates. Je me posais moins de questions sur poser un pace marathon. Tu vois, je me disais, OK, dans ma tête, je me swiftais sur l'allure marathon, et puis je me disais, OK, ça, tu sais faire, tu l'as bossé pendant des heures et des heures, donc maintenant, c'est plus facile de relancer à la course à plat ou un peu en montée. Et puis même, je te dis, la grosse part, c'était de se dire, il n'y a pas de souci à passer 2 3 heures à courir. Maintenant, c'est des choses que tu as beaucoup plus l'habitude en ayant passé du volume horaire, quoi. Donc, mentalement autant que physiquement, ça m'a amené ça. Euh, mais après, ça reste quand même très difficile à Oui. évaluer dans quelle mesure le jour de la Diac, ça t'a servi. Mais si je devais le Et puis refaire, on. et d'ailleurs, je pense que je vais le refaire, je vais me faire maintenant un marathon par printemps, je pense, parce que dans le club où je suis, ça me plaît de participer à ça aussi avec les potes. Là, on est une belle équipe de marathoniens, ils ont des fois une dizaine jusqu'à une vingtaine sur le même événement. Donc tu partages ça à l'entraînement, tu partages le jour de la course. Et puis tu transfères sur une autre pratique aussi à pied. Tu vois, moi j'aime bien avoir des sensations différentes sur de la vitesse un peu sur route et puis après partir sur des événements montagneux, plutôt montagneux en trail, quoi, le reste de la Mm, mm. saison. Puis ouais, t'as raison d'insister là-dessus. Les enseignements, on essaye d'en avoir là par rapport à ton cas à toi, mais on est sur un échantillon d'une personne, donc on peut évidemment pas tirer de conclusions qui seront transférables à tous, mais voilà, c'était juste pour avoir un peu toi ton ressenti, ton feeling par rapport à ça. Si on avance un petit peu dans ta prépa, on arrive, tu me corriges si je me trompe, mais au début de l'été, et là, gros coup dur, blessure suite à un accident où tu te fais mal au mollet. Raconte-nous ça. Ok, ouais, donc du coup j'avais quand même une course de transition entre le marathon et cette période-là. Juste en 4 semaines de transition, ça a été un peu rapide. Fin avril, début mai, fin Mhm, avril le marathon, fin mai le premier trail de montagne de préparation. C'était du coup aussi je me suis rendu compte au moment de l'inscription que l'année dernière, ayant eu mon deuxième enfant, j'ai pas eu de course de 85 points. Donc il me manquait 2 courses à valider à 85 points. Donc je fais la première fin mai, un trail dans les Pyrénées, juste à côté de chez moi, au Takam, parce que j'ai une maison dans les Pyrénées, je suis originaire en partie de là-bas. Et du coup, ça se passe très très bien. C'était 70 km quand même avec 5 000 de dénivelé. Ça se passe très très bien jusqu'à la dernière grosse montée de 1000 mètres, des plus, des moins, où je commence à cramper de partout. Et là, je me rends compte que même la avoir fait une route. petite transition, le marathon c'est bien, mais ça suffit pas à préparer un trail de 70 km en montagne et que 5000 mètres de dénivelé, surtout négatif, bah, ça s'invente pas musculairement, tu peux pas rentrer ça quand t'as pas eu l'occasion de le travailler, même si j'avais fait un peu de muscu sur les 4 5 semaines qui étaient intercalées. Donc voilà, je reviens de cette course-là satisfait d'enseignement et je me dis il y a encore du boulot. Et puis donc deuxième course de prépa, mais aussi de valider pour les 85 points qui est arrivé mi-juillet, début juillet plutôt. Et là, on est le 19 juin, je pars au boulot sur la route du vélo, sur la route du boulot en vélo, sur la piste cyclable comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire. Et puis, je croise deux cyclistes et puis j'étais en descente et celui qui était derrière finalement a décidé de se décaler au moment où on se croise et je me le prends plein fer, donc je me le prends principalement dans le mollet. Bon, tout de suite, je me rends compte qu'il y a une grosse blessure, j'arrive pas à poser le pied au sol, j'ai le mollet qui a triplé de volume. Pour les connaisseurs, Roberto Carlos, ça a l'impression d'avoir le même mollet que lui. Et puis, du coup, il passe aux urgences. On se rend compte que c'est quand même compliqué. J'attends quelques jours que la situation se temporise pour aller faire une échographie et puis voir un peu ce qu'il en était. Et à l'échographie, on se rend compte que j'ai une blessure de lésion musculaire de grade 3 pour ceux qui connaissent. Donc, c'est-à-dire 100% de la profondeur du muscle qui était atteinte.
avec une théorie de récupération sur 4 à 6 semaines. Et on est le 19 juin, ma course de la montagnarde de 100 km, c'est donc dans à peu près 10 jours, un peu moins. À ce moment-là, je suis un peu dans le déni, je pense. Je me dis, ça va le faire. Enfin, jusqu'à l'échographie et le diagnostic, disons. Et là, quand je me rends compte de ça, je dis, bon, il n'y a pas d'autre possibilité que trouver une autre course avant le 31 juillet. Parce que c'est ça le sujet, en fait. C'est que l'organisation du Grand Raid te laisse ta place, parce que j'avais mon dossard à ce moment-là, sous condition de valider 2 courses de 85 points. Même si tu as un peu d'expérience et Ouais, ça a été ton premier réflexe justement enfin, de tout de suite te dire bon ok la montagnarde là je me dis ok c'est mort c'est pas possible tout de suite faut que je trouve une course où t'as quand même eu une phase avec le bon en fait c'est mort la diag je mets une croix dessus cette année c'est pas possible. non, c'était impossible que je me dise ça. Franchement, je me suis accroché du début, enfin, à partir du moment où je suis tombé de vélo, j'ai eu plusieurs pensées qui m'ont un peu mis en colère, on va dire. Notamment pour ma famille, je pouvais pas aider, j'étais là en béquille, je pouvais rien faire. Et puis après, derrière, je pouvais pas le boulot. Et puis derrière, je me suis dit, oula, mon projet sportif, là, qui s'en vient. J'étais un peu, ouais, j'ai traversé une période émotionnellement assez compliquée, tu vois. Je dormais pas bien, je pensais à l'accident, mais voilà, je me dis que c'était impossible que mes potes partent sans moi là-bas et que j'allais tout faire pour réussir à trouver une solution. Donc, j'ai activé tous les leviers possibles, hein. J'ai contacté l'organisation du Grand Raid pour essayer d'avoir un laissez-passer exceptionnel. Ils m'ont dit, bah non, il y a un règlement, c'est pareil pour tout le monde. J'ai essayé différents sujets, je passe un peu là-dessus, mais en tout cas, l'idée, c'était que je me dis, bon, il faut que je retrouve une course de 85 points avant le 31 juillet. Donc, déjà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver Ouais. une course d'une longue Libre? distance en plein été avec des dossards libres, hein, tu connais le truc, enfin on connaît tous malheureusement le truc. Bon. Finalement, je trouve différentes opportunités sur fin du mois de juillet, sur 3 week-ends étalés, parce que je me dis un petit peu aussi les choses avec l'expérience que j'ai des courses de montagne, c'est que je sais qu'il y a au mois de juillet, il y a beaucoup d'orages en montagne, et que si je mise tout sur une seule course et que finalement il annule ou qu'il la réduise en termes de format et que le format fait plus 85 points, bah, je me retrouve le bec dans Ah, l'eau et que je regarde les potes partir à la réunion et je finis de les aider à se préparer sans participer au projet, tu vois, en tant que spectateur. Donc c'était juste impossible pour moi. Donc j'ai pris plusieurs options et puis il y en a une qui a fonctionné. Je sais pas si tu veux que je parle de ça maintenant ou pas, mais ouais, si, on va en parler. Juste, donc c'est comment ça s'est passé par contre entre le moment t'as trouvé une course fin juillet qui était l'Ultra 01, c'est ça? Et comment ça s'est passé justement entre le moment où tu te blesses, t'as l'écho, t'as le diagnostic et l'Ultra 01? Parce que mine de rien, c'est quand même un long format, c'est quand même un ultra, et que si tu pouvais pas faire la montagnarde 3 semaines avant, c'est quand même compliqué d'aller 100 kilomètres aussi un peu plus tard. Donc comment ça s'est passé cette petite période de transition là? Comment t'as géré ça d'un point de vue bah, quantification, d'un point de vue douleur, d'un point de vue adaptation de l'entraînement? Qu'est-ce que t'as fait? ouais, c'est exactement ça l'enjeu, hein, c'est que je me dis, bah là j'ai eu beaucoup de chance d'avoir la double casquette coach, mais aussi kiné, spécialisé en blessure en course à pied depuis quelques années, sur une blessure qui était, disons, compliqué à gérer, mais en même temps sur laquelle le feedback sensoriel était quand même l'élément principal. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir des délais plus prolongés. Si tu sens que tu coches les cases et que tu les valides au fur et à mesure, bah, t'avances, quoi. Donc là, comme j'ai eu pour habitude de dire quand j'ai raconté cette période-là, c'est que si j'avais un patient qui était venu avec ce sujet-là, avec autant d'enjeux, je leur ai dit, bah, mec, il n'y a pas le choix, il faut qu'on se voit tous les jours parce qu'à chaque jour suffit sa progression. Et donc, à chaque fois que tu vas passer un cap, le lendemain, on fait autre chose, on avance. Et donc, c'était ça l'état d'esprit, c'est de se dire, je vais jusqu'à ma limite maximum à chaque jour. D'abord commencer à mettre un peu de mobilité, récupérer un peu de fonction d'étirement du muscle, et puis progressivement mettre de la charge, poser un pied au sol, dérouler le pas. Puis voilà, je te passe les times, mais voilà, l'idée c'était de se dire que voilà, chaque jour passé, eh ben, chaque jour pouvait passer à un cap de progression dans la rééducation. Et puis sur la toute fin, si j'arrive à finir ma rééducation, d'avoir un tout petit peu de remise en charge, disons, préparation à la course, ça aurait été optimal parce que je partais quand même sur un format 100 km pour être à l'abri d'une réduction de parcours et d'un manque de points. Donc je partais sur un format 100 km. Mais bon, je me disais, de toute façon, il vaut mieux y aller que d'avoir des regrets et de ne pas avoir tenté la chose, quoi. Donc en fait, il s'est passé une dizaine de jours où j'ai pu remettre, avant la course en tout cas, il s'est passé une dizaine de jours où j'ai pu remettre de l'alternance course-marche au début. Euh, et puis après, progressivement, un peu plus de travail de course et de musculation, surtout pour m'assurer que j'étais vraiment en unilatéral, c'est-à-dire que je travaillais vraiment ma partie gauche isolée de ma partie droite. Et puis voilà, j'ai essayé de ramener un maximum de fonctions, principalement de fonctions, en ayant la connaissance de la fonction du muscle qui était atteint. Je me dis, OK, c'est ça que j'ai besoin de travailler, donc je vais
principalement être sur le fonctionnel et puis en espérant que lors de la course, lors de ma phase de course, bah, j'ai récupéré suffisamment de fonctions pour pouvoir avancer sans me faire mal d'une part, mais aussi sans avoir des séquelles parce que derrière, si je valide ma course de 85 points mais que je suis pas en forme pour la fin de prépa, c'est presque loupé également, quoi. Ouais, je Voilà. comprends. Du coup, t'arrives sur la ligne de départ là de cet Ultra 01. Je suppose quand même plein d'incertitudes, plein de doutes. C'est quoi un peu l'état d'esprit sur cette course-là rapidement? Comment tu l'as abordé? C'était déjà presque une victoire d'être là sur le départ parce que trouver un dossard, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même une mission impossible. Être Ouais. capable de remettre un peu de charge et se dire OK, je vais peut-être aller m'enquiller 100 kilos aujourd'hui alors que il y a quelques semaines tu posais pas le pied. C'est quoi un peu le feeling ce jour-là? Bah là, c'est le doute, hein, principalement, c'est le doute parce que tu es sur la ligne de départ, parce que tu t'es décarcassé pour y être. Hein, donc, je n'ai pas bossé le vendredi, j'ai pris ma voiture, je suis parti tout seul, j'ai fait 10 heures de voiture de la Bretagne de l'autre côté jusqu'à Iona. Euh, alors que c'est pas le genre de choses que j'aime faire, tu vois. Je me retrouve tout seul à la ligne de départ, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Moi, j'ai toujours des projets entre potes. Et donc là, je me retrouve seul sur une ligne de départ. Avec le doute d'aller au bout d'une course parce que physiquement je suis déjà un petit peu entamé, ce qui m'est jamais arrivé non plus. Donc non, je suis pas forcément très fier à ce moment-là. Je me dis, je suis plutôt, je pars en mission. Ma tête elle me dit, je suis en mission là aujourd'hui, c'est que tu es là sur la ligne de départ, il faut que tu puisses aller jusqu'à la ligne d'arrivée pour valider tes points et épargner ton corps le plus possible, quoi. Et c'est ça que je me dis, et donc, je me dis après, ça sera la course qui va décider, enfin l'évolution de mes sensations pendant la course qui va décider. Et puis il s'avère qu'à ce moment-là, ouais, j'étais surpris parce que je ressentais vraiment, vraiment quasiment pas de douleur, quoi. Enfin, notamment en descente, là où j'avais le plus gros doute, j'avais peur que la fonction d'amortissement du mollet soit un peu au ledge. Et ben, en fait, il y avait des longues descentes quand même sur l'Ultra 01, de plus de 800 mètres de dénivelé négatif parfois. Et dès le début de course, en plus, enfin, pas longtemps après le début de course. Et bon, mais voilà, ça m'a vite rassuré. Mais au final, ça passe, quoi. Ouais. Du coup, ce jour-là, bah, tu valides ton ticket officiellement. Ouais, Gros soulagement. Ça y est, c'est bon, c'est dans la poche. C'est quoi là? c'était dingue. C'était dingue parce que c'était une course sur laquelle je pense que j'aurais jamais eu l'occasion d'y aller de moi-même, disons. Là, je me retrouve sur cette course-là. Je prends plaisir finalement dans le parcours parce que je trouve que c'est joli, l'environnement. Et puis je pense que je me dis, bon, ben, profites-en en tout cas d'avoir un terrain de jeu, d'entraînement qui est chouette aussi. Focalise pas que sur l'histoire de ta blessure. Et puis amuse-toi d'être dans un terrain montagneux par rapport à ce que tu as sous la main habituellement. Donc, je prends plaisir, j'avance et je vois que ça passe au fur et à mesure. Ils nous réduisent le parcours parce que justement, il y a un orage qui est là, donc on passe à 85 km, ce qui m'arrange bien sur le coup, hein. Parce que Ok, 85 km, avec les 4000 de dénivelé, on est c'est déjà bon. largement en termes de points. Et puis on prend un gros orage sur la deuxième partie. Pendant 4-5 heures, il tombe comme mon point. Et on est sous l'eau avec le Kawe. Je vois que tout le monde patauge. Il y avait différentes courses en plus. Donc moi, je rattrape tout le peloton qui allait beaucoup moins vite. Donc ça me donnait une fausse allure. Mais je me dis, focalise sur toi-même. Donc je restais à courir tranquillement, une petite foulée économique. Mais j'avançais, j'avançais. Et voilà, je me rappelle que je me dis, il n'y a pas d'autre opportunité. J'avais des œillères. Il ne pouvait rien se passer. Il n'y avait pas d'autre porte de sortie d'aller au bout. Et en force d'avancer comme ça et d'être sur cette rengaine mentale, je pense que quand j'ai compris que j'allais finir cette course-là et que mon mollet était OK, ouais, je tacle la dernière descente, je me rappelle, on rentre dans la ville, là, au Yona, je vois le panneau. Ouais, j'en ai encore des frissons rien que toi t'en parler là. Je vois le panneau et puis je sais qu'on rentre dans le stade de Yona, le stade de rugby de Yona, là, il reste 1 kilomètre et je suis déjà en pleurs, quoi. Je suis déjà en pleurs. Je me rappelle encore la musique que j'avais dans les oreilles à ce moment-là et ouais, je hurlais dans la ville. Enfin, bon, pour ceux qui me connaissent, en plus, ils sont pas très surpris je sois comme ça. Et même au moment où je rentre dans le stade, pour te dire l'anecdote, j'appelle Hélène, enfin ma compagne, et puis je fais la vidéo pour l'appeler et j'arrive même pas à parler. J'arrive pas à parler, je lui dis, ça y est, C'est bon. le projet réexiste de nouveau, quoi. Ok, trop bien. Du coup, bah déjà, voilà, félicitations d'avoir réussi à reboucler ça. C'était quand même pas gagné. Et derrière, il reste une fin de prépa pour aller jusque ce diag. Euh, je pense qu'après un peu les montagnes russes comme ça, on a besoin d'un petit temps de relâche, on a besoin de mettre le focus sur le plaisir. A priori, c'est ce que tu as fait. Tu t'es dit voilà, on va tout miser sur le plaisir, on va y aller en se préparant, mais aussi en gardant ça en tête. T'as refait une course fin août au GRP qui pour le Ouais. coup s'est extrêmement bien passé puisque tu fais une victoire partagée avec un collègue. Donc voilà, parle-nous un petit peu de cette dernière étape de la préparation avant qu'on en vienne
à la course, à la Diag en elle-même, Mm. où finalement les planètes ont déjà commencé à s'aligner, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Alors après, j'ai la chance d'avoir une maison, comme je disais tout à l'heure, dans les Pyrénées. Donc je savais que sur le mois d'août, je passais 4 semaines dans les Pyrénées et que Mhm. j'avais prévenu ma compagne que j'allais essayer de m'organiser pour être le moins absent, mais que voilà, j'allais profiter d'avoir le terrain de jeu pour pouvoir un peu mettre les bouchées doubles, hein, parce que mine de rien, quand je comparais mes statistiques de 2023 par rapport à 2025, voilà, arrivé fin juillet, il en manquait pas mal et surtout c'était pas le projet de la prépa comme je te disais, je voulais quand même passer un peu plus de volume, donc là il en manquait pas mal, donc je me suis dit bon, je m'affole pas, je cherche pas à en mettre à outrance, mais par contre je profite du terrain de jeu et puis voilà, pour le coup je fais que du spécifique montagne quoi. Donc je faisais des mini blocs pour te dire, je partais je couchais mes enfants, je partais une demi-heure de voiture au-dessus de chez moi là au Takam et puis je partais faire un bon tour de nuit et puis le lendemain matin à 6 heures, je dormais dans la voiture et à 6 heures du mat je me remettais un deuxième tour et je repartais quoi, donc ouais, je fais une bonne fin de prépa avec ça entre autres et d'autres choses. Et j'aborde la course vraiment plaisir avec les potes de Bretagne justement qui viennent faire cette course de prépa là, d'autres potes marathoniens en plus qui sont plutôt sur le marathon, qui viennent aussi prendre part au projet du GRP sur les différentes courses. Donc il y a plein de monde de mon club et surtout sur notre course à nous, on est 3-4 déjà à participer à ça. Et à côté de ça, on se fait aussi un projet de faire un bloc de préparation avec les gars qui préparent la diag de mon équipe où on faisait donc le format 60 km le jeudi, et le lendemain, on partait tous les quatre, même s'il y avait un cinquième qui faisait une course, tous les quatre sur le relais. Donc c'était un Ok. projet de se dire, voilà, on fait un bloc à ce moment-là. Moi, j'avais prévenu les potes, je leur ai dit par contre, je sais pas ce qu'ils voulaient faire sur le relais. Moi, ce qui est sûr, c'est que je me vide les chaussettes sur la première course, que je vais aller au bout de moi-même et puis je vais me faire plaisir parce que ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire ce que je voulais sur une course. Donc là, au moins, on verra ce qui me reste le lendemain, mais je ferai la part du boulot sur le relais. Mais par contre, la première course, je me donne, quoi. Et donc, bref, j'arrive dans cet état d'esprit-là et je fais ma course habituellement, comme tu connais un petit peu, je pars un peu derrière, et puis rapidement, je me retrouve à l'arrière du top 10 et puis rapidement, je me retrouve à remonter les gars devant moi. Et à un moment donné, je retrouve mon pote qui était à la troisième position. On était, je sais pas, passé mi-course quand même, ouais, deux tiers de course, disons. Fin de montée, et je récupère mon pote. Et là, quand j'arrive à son niveau, je lui dis, mais t'as vu que devant, il y a les deux premiers qui sont là. Il y avait un duo de premiers qui était juste là, quelques lacets au-dessus de nous. Et je lui dis, bah, ça peut être dingue de vivre le truc si on part tous les deux à l'avant du GRP. Moi, ça m'est jamais arrivé d'être à l'avant sur une course du GRP alors que j'y vais tous les ans. Et donc, bref, je lui dis, bah, on bascule ici en haut et je lui dis, je passe devant dans la descente et puis j'aime bien ce genre de descente-là et je lui dis, moi je vais en mettre un bloc, tu me suis si tu peux et on y va et on va s'amuser quoi. Et donc on est partis tous les deux, on récupère les deux gars, on leur glisse un petit mot pour leur dire, venez avec nous, enfin sympa quoi. Et puis finalement le trou se fait très vite et on se retrouve du coup à deux sur fin de course. Il reste encore, je pense, 20 bornes à faire. Et là on passe 20 bornes à deux à, à vivre un grand moment. On a largement le temps de parler de plein de choses et puis en même temps on voit qu'on avance fort et qu'on est quand même bien lui comme moi et qu'on se retourne de temps en temps, dès qu'il y a des grands points de vue, on voit personne derrière donc on se dit ouais ça sent quand même super bon cette course donc voilà. Même si sur le dernier pétard là il reste 400 D plus sur 2 km, ça part vraiment très fort en bas et en se retournant on voit le troisième qui nous revient dessus donc ouais, la fin a été un peu costaud et on a relancé. Moi, j'avais crampé à ce moment-là. Mon pote, on avait convenu qu'on finissait ensemble, donc il était un peu plus facile que moi. Et je suis arrivé tout en haut quand on voit que ça passe. Il s'arrête quasiment pour m'attendre sur les 10-15 derniers mètres pour qu'on passe la ligne ensemble. Mais ouais, ouais, on finit un peu dans le brouillard là-haut. C'était assez mythique. Et donc, la première charge émotionnelle, gros partage avec le pote. Et puis derrière, en plus, les collègues qui arrivent derrière ont fait aussi des belles courses. Donc, bah, ça ressemble au final au final de la Diag, hein, et bon, je ne veux pas spoiler trop vite, mais c'est quasiment ce qui s'est passé le jour du GRP, c'est quasiment ce qui s'est passé à la Diag après, hein. Ah mais on y vient, on y vient, on y vient. Là, on est fin août, il restait le mois de septembre, petite récup, j'imagine, post-GRP. On remet un petit peu d'entraînement, histoire de garder le rythme, puis tu tombes de toute façon rapidement dans l'affûtage. T'arrives à la Réunion quelques jours avant la course, 4-5 jours avant la course, c'est ça? Ouais, ouais, samedi matin. Je suis en train de Et faire deux puis repérages. après, ben voilà, récupérer les dossards le mercredi, et puis c'est parti pour cette deuxième diag. C'est pareil, on va pas spoiler trop longtemps. Deuxième diag où tu finis bah, du coup à la 13e place cette année, ce qui est quand même une performance vraiment exceptionnelle. Donc encore bravo. Course de rêve, très belle gestion. En tout cas, nous, quand on le voit de l'extérieur, c'est une gestion qui est parfaite. Tu vas nous le raconter de l'intérieur. Il y aura peut-être un peu plus de nuances parce que c'est toujours différent entre ce qui se passe sur le live et ce que tu vis à l'intérieur. Avant de reparler du corps de la course, moi, je sais que un des trucs qui m'a toujours le plus marqué sur la Diag,
moi, ça fait partie des raisons qui font que j'y suis retourné plusieurs fois. C'est le départ de Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le départ à Saint-Pierre? Comment tu le vis, ce départ de dingue? Bah, ouais, c'est ça, en fait, l'ayant déjà connu une première fois il y a 2 ans auparavant, forcément, tu te dis, ça va être dingue, tu sais à quoi t'attendre. Et donc, ouais, j'étais dans l'idée de me dire, ça fait partie aussi des sources de motivation de faire cette course-là, c'est de vivre un départ pareil pour s'engager dans un ultra derrière. On n'en vit pas beaucoup, quoi. Bon, ouais, malheureusement, il s'avère que cette année-là, j'étais vraiment pas dedans mentalement. Pourtant, toute Ok. la prépa, enfin, tous les derniers jours ont été vraiment parfaits aux petits oignons. Enfin, il y a eu aucune galère, c'était vraiment facile pour moi, tout s'aligner. Et puis, je sais pas, dans les dernières heures là, qui ont précédé le fait d'aller au départ, euh, je n'arrive pas à faire mes routines, je me trompe un peu de là où je mets mes ravitaux dans le sac et tout. Et puis d'ailleurs, ça suivra une anecdote assez particulière si tu veux savoir après, au moment du départ. Et donc, je devais redéposer un sac à un pote qui était à Saint-Pierre, mais finalement il y avait beaucoup de monde, donc je me suis dit je vais pas réussir à le retrouver. J'ai mon sac avec des affaires importantes qu'il faut que j'ai à l'arrivée, notamment mon téléphone, enfin mon deuxième téléphone et d'autres choses. Donc tu vois, j'ai la tête un peu préoccupée et je profite pas pleinement de ces 2 kilomètres sur lesquels on était à l'hôtel à Saint-Pierre. On avait 2 kilomètres pour revenir vers le sas de départ et j'essaie d'être en pleine conscience de là où je suis. Il y a l'ambiance, on entend la musique et tout ça, on croise tout le monde, la ferveur est là. Et, j'ai mes deux potes qui sont les yeux comme ça écarquillés à profiter. Et puis moi, je cherche mon autre pote partout et je suis pas dedans du tout. Donc après, je rentre dans le sas et puis je me dis, bon, maintenant c'est bon. Là, t'y es, t'as toutes tes affaires avec toi. Et on a une petite heure et demie. On avait pris des petits cartons pour se poser par terre pour ceux qui connaissent. Et donc on attend de s'ancrer dans le moment. Et donc là, je pense que ça commence à déjà redescendre. Et puis je me canalise. Et puis je me dis, bon, ça va bien se passer. Et t'as rien oublié. Et donc voilà. Et t'es avec tes potes. Donc ça va être chouette, quoi. Tu veux que je te raconte la suite du départ? Non, 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 c'est bien. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a suivi la course, nous, enfin tous les gens qu'on suivi un peu sur le live, quand qu'on voit ton évolution, tu as vraiment une évolution constante, tu as repris du monde tout du long. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, ça fait partie un peu de ta façon de courir ou d'avoir toujours ces départs relativement protecteurs et puis d'en remettre au fur et à mesure. Toi, est-ce que ça a été assez linéaire justement dans la course? Parce que ce qui se voit de l'extérieur, c'est ça, c'est tu progresses de façon linéaire ou est-ce que bah t'as quand même eu quelques moments de trou? Je crois que t'as parlé d'un départ qui t'a semblé toi un peu plus difficile à gérer. À quel moment tu t'es dit ah là je suis quand même en train de faire un truc pas mal. Voilà comment tu l'as vécu toi de l'intérieur cette course? Yes, bah, je dois te raconter tout ce qui s'est passé en la il Ouais. pourrait prendre des heures, parce que c'était assez dingue, donc c'est sûr, je vais essayer de résumer les moments clés, on va dire. C'est vrai que les 4 premières heures de course, j'ai la chance de me retrouver avec mon pote qui donne le pace, parce que sinon, sans lui, enfin, si je le perds au départ, là, enfin, on était à deux autres, mais principalement avec un, si je le perds, je pense que je fais encore un moins bon départ, disons, parce qu'on est quand même passé dans les 100 premiers à peu près au premier passage, au premier pointage. Et puis, donc, je reste avec lui jusqu'à Notre-Dame. Et puis là, je commence à enfin, donc au bout de 4 heures quasiment d'effort, je commence enfin à sentir que ma tête commence c'est bon, à se rentrer dedans. Et ça y est, je commence à être dans ma course. Mais les 4 premières heures, pour te donner un exemple, j'ai même baillé à un moment donné en courant. Quand je regardais mon pote, je lui ai dit, mais là, je viens de bailler, ça va pas du tout. Enfin, il va falloir s'y mettre parce que ça va être long sinon si je commence déjà à trouver le temps dès le départ, quoi. Puis après, bah, la suite de la nuit, donc je la refais quasiment tout seul. Enfin, je sais pas, je remonte des personnes à droite à gauche. Je refais des rencontres de 2023, notamment une féminine qui avait fini troisième, une locale. Là, on papote, on se rappelle au bon temps. Donc là, tu vois, progressivement, je commence à me dire, ok, ça y est, je retrouve des repères, je retrouve des sensations et c'est en train de dérouler. Le petit jour se lève, on arrive en haut de Côte-Kerveillen, très très laborieusement, comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Donc ouais, on arrive enfin sur cette partie-là et j'ai trouvé ça interminable. Je vois le refuge de la caverne du four et je me dis, waouh, enfin on arrive. Et je sais à quel point après, derrière, il y a plein de petits pièges qui vont se présenter à moi. Donc je me dis, je suis conscient de tout ça. Je me dis, il s'agit de cette année de ne surtout pas faire d'erreurs. Puis après, on verra ce qui peut se passer par la suite. Donc là, la première des erreurs, c'est me connaissant, j'adore la descente. Donc là, la descente du bloc. Elle est quand même joueuse. C'est la première descente vraiment un peu longue, où il fait jour en plus, où tu sens que tu commences à retrouver un peu d'énergie. Donc je me dis, Beaucoup prends ton d'escaliers. temps. Ouais, escalier en plus, donc tu sais, ça peut être un peu traite. Donc je me dis, prends ton temps, et puis je la prends avec beaucoup de précautions, et voilà, je me dis, il faut être un maître mot, il faut être conservateur, quoi. Je me dis, il faut être conservateur, conservateur, je me répète ça dans la tête, et j'arrive en bas, nickel, je fais le petit tour là de la Roche Merveilleuse, je reprends quelques personnes, après j'arrive à Sillaos, je fais mon ravito avec mon sac d'allègement, ça se passe bien, je repars de là, je donne des nouvelles à la famille, et puis
Et puis je sens que finalement je commence à être bien en forme. Donc j'attaque le tie beat. Le tie beat se passe très bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Alors je trouve ça dur comme tout le monde bien sûr, mais je reprends du monde. Ça se passe bien, j'ai pas du tout mal aux jambes, je trouve facilement mon rythme, donc j'avance et voilà. Après, je me dis, tu rentres dans ma fat, t'es pas prêt d'y retourner, donc profites-en. Et là, je rentre dans ma fat, je fais une bonne partie en plaisir jusqu'à arriver à Marla et puis le début de la col de la Fourche. Et là, quand je commence col de Fourche, je commence à me sentir un peu fatigué. Je perds le rythme que j'avais dans la montée du tie beat et à tel point d'ailleurs que les derniers gars que j'avais doublés commencent à me revenir dessus. J'accepte, je fais le deux ronds, je les laisse passer, et je leur dis bonne course, et puis je me dis, bon, de toute façon, c'est normal, hein, j'arrive sur des distances déjà quand même conséquentes. Je suis pas non plus un ultra trailer avec beaucoup d'expérience, donc mon corps il est un peu en train de se demander ce qui se passe. Donc accepte, laisse le rythme et puis continue d'être rigoureux sur les tâches à accomplir, quoi. J'étais vraiment focus sur ma stratégie alimentaire, mon pacing entre guillemets, enfin c'est-à-dire mon rythme que je voulais avoir et le fait que dans ma tête j'étais déterminé à savoir pourquoi je voulais aller au bout de cette course-là. Donc je me remets sur mes grandes lignes et puis je continue d'avancer. Je bascule à Sentier Scout, voilà, une partie quand même, qui est quand même très joueuse et enfin, très plaisante pour quand t'as les Mhm. jambes, c'est quand même un super endroit et puis c'est magnifique. Exact. Et puis là, je sens que je suis pas hyper confort, donc je me dis bon, c'est pas grave, j'aurais aimé avoir d'autres jambes pour plus m'amuser, mais bon, finalement, ça me permet peut-être d'être encore plus conservateur, d'avoir un rythme un peu plus bas et puis accepte. Et puis là, il s'en vient sur la fin de descente. J'entends des trailers arriver qui parlent en créole au-dessus de moi, donc je me retourne et je laisse passer. Et là, il s'avère que c'était Jean-Pierre Grondin, pour ceux qui connaissent, donc un local de l'étape, m'a faté. Et là, je me dis, bah, chouette, on arrive à l'État-Malheur, je vais être certainement pas loin de Jean-Pierre Grondin. Et donc là, j'ai vécu un truc exceptionnel, un grand moment à ce niveau-là, c'est que j'ai traversé l'État-Malheur, de là où il est originaire, dans la ferveur des Mafatés qui recevaient leur idole, on va dire, hein, parce que c'est un gars qui a déjà fait quand même septième à la Diag, qui a pas loin de 50 balais aujourd'hui. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir partager un moment comme ça avec lui. Je pense que ça m'a remis un peu dans la tête de waouh, faut profiter de la course parce elle est pleine de surprises et il y a des grandes choses à vivre encore. Et puis après, je sais pas si je te fais le reste du déroulé, mais il se passe une autre partie de course derrière où je rentre dans un dernier tiers de course derrière, à partir de la remontée du Maïdo, qui est juste inespéré, quoi. Ouais, justement, tu vois, pas forcément faire toute la course étape par étape, comme tu dis, mais Ouais, euh, s'il y a un autre, tu vois, un autre moment. Donc là, c'est un premier moment quand même très fort, là. C'est arrivé avec Jean-Pierre Grondin sur Il est à malheur et horaire. Euh, un autre moment encore fort ou une émotion particulière hein, derrière plutôt la deuxième moitié de parcours. Où est-ce que tu la situerais hors arrivée, évidemment. ouais, c'est ça. C'est compliqué parce qu'il y en a eu beaucoup. À partir de là, j'étais ce qu'on Ok. appelle parfois dans un état de flow, tu vois. Et donc là, chaque instant était hyper puissant. Enfin, j'ai vécu des choses, c'était dingue à ce moment-là, à partir de là, cette remontée. Donc ça commence, on va dire, à partir du moment où je commence à remonter le Maïdo, je commence à regarder l'heure qu'il est et me dire, en fait, le projet 30-31 heures que je voulais faire à la base, si tout se passait bien, bah, commence à être envisageable, quoi. Donc je reprends mes temps de passage pour faire 30 heures et 31 heures. Et là, je me rends compte que, ok, ça peut rentrer. Je monte le Maïdo et là j'ai un doute sur le fait que je vais avoir froid en haut du Maïdo parce que j'ai le t-shirt trempé, qu'il y a le brouillard là-haut. Donc je me dis je vais retirer mon t-shirt et je mettrai ma veste de pluie. Je mets ma veste de pluie, j'ai trop chaud. Donc finalement je continue d'avancer torse nu avec le gilet ouvert et j'avance, je monte le Maïdo et puis je calcule pas et je passe la porte du Maïdo torse nu en feu, hein. Moi j'avais les jambes qui commençaient vraiment bien. Et là, il y a un comité, comme il y a toujours en haut du Maïdo, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a 200 personnes. Il me voit torse nu, j'ai une copine qui fait l'arrêtement, des potes qui sont derrière qui me voit, qui m'appelle et qui me check et qui me dit mais qu'est-ce que tu fais torse nu comme ça? Et là je dis ouais, je sais pas, je suis en feu, j'arrange la foule et tout le monde se met à crier. Et là je repars à fond dans le sentier scout. Ouais, rien que d'en reparler, j'ai encore les poils de ce moment-là, c'était dingue. Ouais, donc je passe le maillot torse nu et puis il faisait encore jour, c'était la tombée du jour, donc après je repars de nuit avec ma frontale sur la tête, mais toujours torse nu. Je me dis bon allez, là il faut quand même tempérer, donc Peut-être finalement mettre je un me calme. t-shirt à un moment donné. Et puis surtout, passer des trop à l'euphorie, parce que même si cette sensation de tout se passe bien, c'est chouette, faut en profiter. À un moment donné, c'est de l'énergie perdue, enfin, mis à disposition, et il reste quand même, arrivé là, je calcule mes trucs, je me dis, ok, ça fait à peu près 20 heures de course, je partais sur 30 heures, il reste quand même encore 10 heures, même si au niveau de la distance, c'est pas le dernier tiers en termes de temps, vu que la fin est très technique et ralentit beaucoup l'avancée des coureurs, il faut quand même assurer le coup. Donc je temporise un peu le truc, mais je me dis, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il va se passer des bonnes choses sur cette fin de course.
je me remets mon t-shirt, je continue de redescendre. Et puis après, le deuxième grand moment derrière, c'est quand j'arrive au niveau de la possession, où je retrouve mes potes chez qui j'étais en arrivant à la Réunion, là. Et donc là, c'est vraiment le premier moment où j'arrive proche de l'arrivée avec une sensation de dingue, où je remontais du monde et où je peux partager mon émotion avec des potes, où je fais une première accolade et ils me félicitent de ce que je suis en train de faire. Ils me disent, mais là, il faut que tu repartes, c'est dingue, t'as tes potes qui sont juste 5 minutes devant toi, alors que si ça se trouve, sur le reste de la course, ils avaient une heure d'avance. Et Ouais. bah, il y a toute une fin de course comme ça où je remonte, je remonte, je remonte. J'arrivais à recourir dans les faux plats, j'arrivais à trouver des rythmes de marche faciles. Enfin, je courais tout le temps dans la descente, j'avais plus mal aux jambes. C'était juste inexplicable et presque surréaliste de vivre ça sur une dernière partie de diag, alors que je suis quand même pas habitué des formats très longs. Donc, je me rendais compte que c'était fou et je me dis profites-en, juste profites-en parce que ce sera pas comme ça tous les jours. Et voilà. Tout ça, ça t'a amené arrivé en apothéose. À la 13e place, cette arrivée, voilà, qu'au moment où tu passes la ligne, est-ce que tu es encore dans l'euphorie, dans le flow là depuis le Maïdo et puis tu captes pas, tu te rends même pas compte du truc parce que c'est juste dingue ou au contraire t'as un peu un petit élan de lucidité qui te rappelle le contexte, la blessure, tout le chemin là dans la prépa. Comment s'est passé l'arrivée? Sur la toute fin là, de décembre, j'ai l'impression d'être un peu plus vide. Tu vois, je sens que c'est la fin, je sens qu'un peu mes jambes commencent à ralentir. Enfin, je suis pas à bloc, je monte à bloc jusqu'au Colorado, puis la dernière descente, je me dis c'est la fin. Et je pense que je lâche un peu en termes de mental, en termes d'adrénaline, tu vois, il doit se passer un petit truc. Et je me sens un peu plus vide jusqu'à arriver à faire le dernier petit tour là avant d'entrer dans le stade où on contourne un peu le camp Mhm. militaire et puis on rentre dans le stade après. Et là, je sens que, enfin, j'étais avec un gars de la zone brutale qui était avec moi, qui me félicite, qui me dit je suis un monstre et tout. Bref, des mots comme ça. Et moi, je crie en me disant yes, c'est fait. Et il est admiratif, le gars, et il me dit franchement, c'est incroyable, j'ai suivi ta course. Et donc là, je me dis waouh, c'est vrai que de l'entendre juste d'un coureur qui était juste derrière moi, ça m'a fait un truc. Et puis j'ai commencé à repenser après, surtout à ma famille et au fait qu'ils devaient certainement être aussi très fiers de leur côté. Et ouais, là, après, je lâche tout, bah, tu vois, là, les émotions remontent rien que d'y repenser, parce que je suis encore sur mon petit nuage aujourd'hui, là. Euh, et donc, je pleure avant d'entrer en stade, je passe la ligne avec les mains sur le visage, et en faisant deux petits signes pour penser à mes enfants, et voilà, une arrivée Oh. pleine d'émotions. Mais je repense pas forcément à tout le fil de mon histoire avec ma blessure et tout, c'est plutôt, Ouais, ça tu y est, restes dans le moment valide, complet. je valide ma course et puis je la valide d'une manière bah, vraiment. Je trouve le mot surréaliste me vient facilement en tête. C'est même pas que c'est inespéré parce que j'avais pas l'espoir de faire aussi bien. C'est juste que je comprends, j'ai du mal à comprendre comment à ce moment-là il s'est passé un tel niveau de forme qui m'a amené à une telle fin quoi. J'ai fait un dernier tiers de course avec des jambes de feu et un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en plus, j'étais lucide, j'oubliais rien, hein, j'ai jamais décalé mes ravitaux et je pense que ça a aussi beaucoup joué, c'est que j'ai mangé régulièrement et le fait que bah, mon alimentation s'est passée sans aucune difficulté, j'avais un niveau d'énergie qui permettait de pouvoir répondre à la sollicitation que je lui proposais, quoi, encore. Excellent. Excellent. Ouais. Merci hein, beaucoup pour ce partage d'émotions en tout cas. Et puis encore bravo pour la performance. Si là bon on est une petite semaine, même pas encore après. Euh, Si tu avais une leçon à retenir ou si tu avais un message à travers ce projet, cette course, cet entraînement, que ce soit une leçon pour toi ou une leçon que tu aimerais que les gens retirent de ça, là, de notre échange, est-ce que tu as réfléchi à ça? Qu'est-ce qui te viendrait si on te pose cette question? Concernant en tout cas toute la prépa et la difficulté que j'ai eue avec l'accident, là, disons, avec le recul, je me dis que enfin, dans tout cas, j'étais un peu, je le savais, j'avais l'impression que c'était déjà écrit dans ma tête cette histoire-là. Mais avec le recul, je me dis que voilà, en fait, avec une détermination à toute épreuve, c'est-à-dire j'ai jamais démordu que j'allais faire cette diag-là et que je n'allais pas laisser partir les copains sans moi. Donc avec une bonne détermination et des bonnes pratiques quand même aussi, j'ai eu la chance d'avoir, c'est mon domaine professionnel dans lequel je travaille depuis des années, donc j'ai la chance que ce soit pile poil mon sujet et que les pratiques que j'ai aujourd'hui me permettent de pouvoir récupérer peut-être plus rapidement que ce que j'aurais pu faire auparavant. Donc je pense qu'avec une bonne détermination et puis des bonnes pratiques, c'est-à-dire bien s'encadrer, on peut faire ce qu'on veut en fait. On peut faire ce qu'on veut et c'est quelque chose que j'aurais pu douter peut-être auparavant. Mais aujourd'hui, là, avec le fait de l'avoir vécu de cette manière-là, ça m'amène à comment dire, une confirmation sur le fait que voilà, ça va ensemble quoi.
Ok, super. Euh, Moi, ce que je retiens un peu là de ce que tu m'as dit, c'est que un peu en fil rouge, hein, presque, hein, j'ai envie de dire, il y a toujours eu cette dimension humaine, tu vois, le côté de d'aller faire cette course avec les copains, le côté de se sentir bizarre quand tu fais une course tout seul, quand tu vas de ton côté, le côté où je vais partager une victoire dans les Pyrénées. Le Grand Raid, on le sait, hein, c'est une course qui est très humaine, qui est très, enfin, qui rassemble les gens, donc moi je trouve que enfin, tu vois, ça, c'est quand même quelque chose qui est à mettre de l'avant. Ça fait partie aussi de la philosophie qu'on défend nous au coaching du coureur. Et je trouve que ça s'exprime, mais alors parfaitement là dans ton histoire. Et puis on a parlé de ton cas à toi parce que bah voilà, tu fais partie de l'équipe de coaching, de coaching du coureur. T'as fait une performance qui est exceptionnelle, mais au final, on avait tous pas mal d'athlètes qui étaient engagés sur les courses, donc on aurait plein d'histoires à raconter parce que quel que soit le classement, le chrono, enfin chaque athlète qui a vécu cette course-là, à mon avis, a un milliard de choses à raconter. Chacun a vécu une aventure à sa manière. Il y en a qui se sont battus pour aller au bout. Il y en a qui ont fait des performances hors du commun. Il y en a sans doute qui sont peut-être déçus parce que ça s'est pas passé comme il faut. Il y en a qui ont peut-être juste accompagné des proches ou des amis. Mais voilà, je pense que tout le monde a appris des choses. Donc au final, voilà, c'est ça que j'ai envie de retenir un peu de ce grand raid. Ça donne plein d'histoires à raconter. On vit tous une expérience de fou et je pense que c'est ça qui nous donne le goût d'y retourner très vite. En tout cas, bah, je voulais te remercier Seb hein, pour ce temps que tu nous as accordé là aujourd'hui. Encore Plaisir. bravo pour cette aventure. Et puis on te souhaite peut-être pas mal de repos maintenant avant la prochaine aventure. Je sais pas si avant de conclure, t'as déjà des projets pour la suite ou si là ça va être cool. Ouais, déjà, le premier projet, c'est de reprendre plus de temps disons, pour rester en famille et puis récupérer les choses que j'ai mis un peu de côté, notamment les petits travaux à la maison et puis d'autres choses. Mais ouais, non, non, là, bon, on coupe un peu de la course à pied. Mais voilà, le fait d'être dans un club d'athlètes en Bretagne, entre autres, il y a une chose très importante en Bretagne qui est le début janvier, c'est les crosses bretons. Et il s'avère qu'en plus, cette année, les crosses sont organisées par mon club, donc pas très loin de chez moi, que ce soit le départemental et le régional. Bon, c'est l'opposé complètement de la préparation Diag de préparer un cross, donc ça va être compliqué d'ici janvier, mais ouais, je vais essayer de remettre en forme progressivement après une bonne coupure quand même. Euh, voilà, pour faire ça, il y aura certainement un championnat de France de marathon au mois de mai qui a lieu pas très loin de chez ma mère en Gironde également. Et puis après, je serai en attente de partage d'aventures pour l'été prochain. Mais ouais, je pense que pour revenir sur ce que tu disais, c'est sûr que moi, les deux maîtres mots qui ont toujours été, mais particulièrement cette année, quand je cours, c'est voilà, c'est vivre des émotions, mais aussi les partager ces émotions-là. C'est-à-dire que tu les partages à la fois avec les coureurs sur place, avec ton équipe de coureurs, avec tes gens qui sont sur place, qui suivent. Mais aussi, moi, j'ai reçu des tas de messages un peu de partout et j'ai un peu palpé la vibration qu'ils ont eu à suivre ça. C'est sûr que moi, quand je cours, j'y pense. J'y pense, je me dis, il y a un tel, un tel, un tel, un tel qui me suit. Et puis là, c'est ceux que je sais qui me suivent. Mais en fait, j'ai reçu plein de messages de gens que je me doutais même pas qu'ils pouvaient suivre ma course et qui m'ont dit, mais merci pour ce que tu nous as fait vivre alors que j'étais juste en train de courir, quoi. Donc, ça donne, euh, ça donne une dimension particulière à ce sport qui est juste incroyable, quoi. Excellent. C'était un bon mot pour conclure. Et puis concernant ta prépa pour les crosses, je me fais pas trop de soucis. T'as préparé une diag en faisant du marathon, préparé des crosses en faisant une diag, ça doit pouvoir marcher. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Il y a de quoi creuser là-dessus, mais ça va être intéressant, ouais. Merci beaucoup Seb. On se retrouve très vite au sein du coaching du coureur. Et puis bah, sinon, je te souhaite une bonne récup et puis je te dis à très bientôt. Avec plaisir, Nico. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Ciao.